Bien, bonjour à tous et rebonjour à ceux qui étaient là pour la session précédente passionnante sur le passé de la médecine, l'histoire de la médecine. Donc nous allons avoir une superbe session, cette fois-ci sur le futur de la cardiologie, c'est le nom de la session, avec des orateurs vraiment choisis sur le volet qui vont, j'espère, vous apprendre des choses, vous faire réfléchir et peut-être vous donner des idées. Nous avons dedans certains médecins entrepreneurs. On leur posera, si on a la question de ce que c'est que la vie d'un médecin entrepreneur. Donc on va commencer tout simplement par la téléréadaptation cardiaque et pulmonaire. Le succès est-il possible? C'est l'équipe Alexis Astruc et Marc Thomas. Voilà. Donc on va vous donner la parole. Bonjour. On est ravis de vous avoir et donc on va vous donner la parole pour nous dire comment vous gérez cette téléréadaptation et cardiaque et pulmonaire et qu'est-ce que votre plateforme, votre système apporte aux patients. On part d'un constat que la réadaptation cardiaque est peut-être sous-utilisée en France. On s'interroge de savoir pourquoi vous avez eu besoin ou vous avez répondu à un besoin de créer une réadaptation par le biais de la téléréadaptation. Alors, est-ce qu'on part vraiment d'un constat? Pouvez-vous nous donner un petit peu les chiffres sur la rééducation cardiovasculaire en France? Alors, sur les chiffres les plus récents que j'ai à disposition datent de 2019, où la moyenne nationale nous dit qu'il y a 22% des patients qui bénéficient de la réadaptation cardiaque. Ceux qui devraient, sur 100%, qui devraient en avoir, 22% des patients en bénéficient. Puis ça varie selon les régions, ça varie selon l'âge. Plus on est âgé, moins on bénéficie de la réadaptation cardiaque. Ça veut dire que 78% n'en bénéficient pas. Oui. Alors, quelles sont les raisons de ces chiffres et sont-ils stables? Alors, effectivement, je confirme totalement les propos de Marc. C'est le problème de l'accès à la téléréadaptation. Alors, le problème de cet accès à la réadaptation cardiaque, il est connu, les critères sont très variables selon les régions. Il y a certaines régions, ça va être un critère d'éloignement. Les patients habitent loin du centre. Il y a d'autres régions, ça va être une question de manque de lits, de manque de place en réadaptation. Et enfin, il y a aussi le critère économique, aussi bien pour le patient que pour le centre. Il y a des raisons économiques qui font que la réadaptation elle va avoir lieu ou pas. Il ne faut pas oublier qu'après un événement aigu comme un infarctus, par exemple, il y a aussi des personnes qui sont jeunes et qui ont envie de reprendre le travail tôt. C'est encore une contrainte. Parfois, ce n'est pas compatible avec la reprise précoce de l'activité professionnelle. Oui, il y a aussi peut-être des patients qui ne veulent pas aller en réadaptation cardiovasculaire après avoir passé 5 ou 6 jours à l'hôpital, qui veulent rentrer chez eux. Alors, ça va être plus dur de les convaincre. Mais en tout cas, pour tous ceux qui ne peuvent pas pour ces raisons citées, c'est là où la téléréadaptation cardiaque peut intervenir. Il y a un facteur aussi professionnel, je veux dire, qu'on ne doit pas négliger et qui se renforce au fur et à mesure, c'est le manque de cardiologues, tout simplement. Il n'y a pas assez de cardiologues, il n'y a pas assez de cardiologues spécialisés en réadaptation cardiaque. Et on peut se poser la question pourquoi. Mais donc le manque humain est bien présent aussi et n'est pas facile à résoudre. Alors vous avez donc eu l'idée de créer un outil de téléréadaptation. Alors vous avez fait ça entre cardiologue et pneumologue, je crois. Alors, c'est vrai que c'est bien de préciser que c'est un travail d'équipe. On est 2 ici, mais il y a beaucoup de gens derrière. D'ailleurs, on remercie chacun des centres qui travaille avec nous, toute l'équipe de développement d'ensuite, le directeur Fabien. Il y a vraiment beaucoup de monde. C'est pour vous dire que c'est un projet qui se construit vraiment pas seul et qui se construit en équipe. Je précise que toi, tu es médecin généraliste et que le docteur Thomas est cardiologue. Tout à fait. Exactement. Donc l'idée, en fait, elle est partie d'un constat tel que vous l'avez évoqué, et c'était au gré des rencontres. J'ai personnellement fait la rencontre de Fabien, qui est ingénieur et qui se posait la question aussi de l'activité physique et des outils numériques. Et de fil en aiguille, on est venu à imaginer ce concept. Ensuite, d'autres personnes nous ont rejoints, telles que Marc, et on a proposé le projet de téléadaptation cardiaque à l'échelle nationale via un article 51 qui a été accepté. On ne l'a pas fait seul, on a eu des partenaires très aidants, très soutenants. Je salue le docteur Bruno Pavie, mais il n'y a pas que lui, il y a 8 centres aujourd'hui qui travaillent avec nous. Et petit à petit, le protocole s'est élaboré, on pourra en parler si vous voulez. Aujourd'hui, la téléréadaptation en France existe et dans plusieurs villes du territoire.
Et il y a plus déjà de 200 patients qui ont réalisé ces séances. Alors, il y a d'autres solutions, je crois, de téléréadaptation qui existent, on peut dire concurrentes à la vôtre, mais enfin, si l'histoire marche pour vous, elle marchera aussi pour les autres. Je pense que vous avancez dans la même direction pour convaincre que c'est utile. À quel moment la téléréadaptation débute chez ces patients? Est-ce que c'est à la sortie de l'hôpital directement ou est-ce que c'est à la sortie d'un centre de rééducation? Je peux répondre. Alors, la première question, il y a 2 questions. Il y a effectivement la concurrence. Il y a des formes de concurrence, mais finalement, on n'est pas vraiment sur des concurrents directs, puisque soit c'est des indications différentes, on est plus sur de l'activité physique, on n'est pas dans la téléréadaptation cardiaque, soit c'est des partenaires qui ont choisi d'autres approches beaucoup plus ancrées dans la médecine de ville. Par exemple, il y a des projets autour des cardiologues libéraux qui assurent cette téléréadaptation. Nous, on est vraiment pour la téléréadaptation cardiaque comme étant une alternative, par exemple, à l'hospitalisation traditionnelle ou l'hôpital de jour. Donc, on travaille avec soit des cliniques, soit des centres hospitaliers. Donc, ça, c'était important de le préciser. Ensuite, quand est-ce que le patient atterrit, entre guillemets, chez nous? Eh bien, tout simplement, quand il a eu son événement cardiaque aigu, on part souvent du coronarien. Quand il a fini son séjour aux soins intensifs ou en cardiologie et qu'il s'apprête à aller en réadaptation cardiaque, le premier jour, l'équipe évalue s'il est éligible au programme de téléréadaptation. Donc les centres qui travaillent avec nous ont cette possibilité d'offrir un 3e accès entre l'hospitalisation traditionnelle et l'hôpital de jour, qui est la téléréadaptation. Donc c'est une décision de l'équipe médicale qui propose ça aux patients, et donc c'est très tôt dans le parcours de réadaptation cardiaque que ça démarre. Je voulais ajouter que, par rapport à ce que tu viens de dire, en parlant de la concurrence, il y a de la concurrence, mais qui est plus sur de la télésurveillance. Donc on est sur un autre... C'est un peu compliqué, tout ce qui est télémédecine aujourd'hui, mais la plupart, c'est de la télésurveillance d'insuffisance cardiaque. Ce que nous ne faisons pas, nous faisons bien sûr de la surveillance de paramètres, puisque les gens font des exercices de l'activité physique à domicile, mais nous amenons une stratégie thérapeutique aussi de programmation des séances. Donc ce n'est pas juste de la télésurveillance, c'est plus que ça. Pour le protocole que vous utilisez, il y a des fois où on utilise une certaine surveillance médicale pour certains patients, on leur fait de la réadaptation, mais on les surveille pour le cas où effectivement l'effort ne serait pas toléré. Vous ne pouvez pas le faire puisque vous êtes à distance. Comment vous choisissez vos patients? Enfin, comment ça se passe? Et puis, un petit exemple aussi peut-être de quel type d'exercice vous préconisez. Alors, merci pour cette question. Elle est vraiment cruciale, puisque, effectivement, quel est l'intérêt de faire une téléréadaptation si on ne peut pas surveiller les gens finalement? Donc, il y a plusieurs façons. Alors, déjà, tous les patients qui sont inclus sont équipés d'un cardiofréquencemètre. Donc, il y a quand même un paramètre qui est mesuré, qui n'est pas mesuré en continu. Ça sera juste affiché au patient et ça lui permettra de calibrer son effort en fonction d'une fréquence cardiaque cible qui est déterminée par le réadaptateur cardiaque ou le cardiologue. Donc ça, c'est l'intérêt, c'est qu'on peut quand même avoir un pilotage du patient au cours de sa séance. Ensuite, il y a un pilotage qui est plus global sur l'observance des séances, sur la qualité des séances. Est-ce qu'il a fait une séance qui était avec un effort ressenti suffisant ou pas? Et ça, c'est piloté par le service de réadaptation cardiaque. Donc ça, c'est... Donc on a un outil. Est-ce que cet outil relance le patient? On lui dit attention, hier vous n'avez pas fait d'exercice de la semaine? Oui, tout à fait. Donc il y a 2 types de surveillance et 2 types d'observation, je vais dire, qui concernent d'une part la fréquence cardiaque maximale que le patient peut faire. Et donc on a un système qui prévient l'équipe en charge de la surveillance du patient qu'il y a un dépassement de fréquence. Ça, c'est une chose. Et l'autre type de surveillance, c'est l'observance. Est-ce que le patient fait correctement ses séances? Et donc, sur ce qu'on observe aujourd'hui, et ça, c'est évidemment très rassurant, et c'est un peu l'objectif aussi de l'article 51, c'est de voir la faisabilité de la téléréadaptation. Ce qu'on observe en termes d'observance, c'est 85% minimum d'observance des séances. Donc ça, c'est quand même un très gros score. Et en termes de dépassement de fréquence cardiaque, 99% des patients ne dépassent pas la fréquence cardiaque
maximale de sécurité. Donc ça nous permet, sans être Je précise, ouais. en direct, je dirais, avec le patient, de quand même voir que les patients font ce qu'on leur demande. Donc ces protocoles sont remis aux patients, personnalisés, identifiés, notamment par les médecins des centres de rééducation cardiovasculaire. Je précise que vous mettez à disposition des patients un vélo Tout à fait. connecté. C'est bien ça? Alors, c'est presque ça. Ouais. Alors, c'est tout à fait, effectivement, vous faites bien de le signaler, c'est l'un des points forts du programme, c'est qu'il y a toute une logistique qui fait que quand le patient il est arrivé en service de réadaptation cardiaque et qu'il est déclaré comme étant éligible, derrière, il y a tout un processus pour l'équiper sur place avec le cardiofréquencemètre et l'application s'il n'a pas un mobile compatible. Et une deuxième logistique qui fait que quand il rentre chez lui, il y a un vélo qui l'attend. Ce n'est pas un vélo grand public, c'est un ergomètre, le même ergomètre que vous pouvez avoir dans vos centres de réadaptation cardiaque. Donc ça permet d'avoir vraiment un bon matériel pour que les séances soient faites en sécurité. Les médecins qui surveillent ont un logiciel, un back-office, pour pouvoir suivre le listing des patients. Votre logiciel, c'est dans un cloud, c'est un SaaS? Ouais. Oui, tout à fait. Tout à fait, ça passe par là. Et pour le médecin déterminé pour surveiller les patients, qui a son listing de patients, c'est le médecin du centre de rééducation ou c'est le médecin hospitalier? Alors je pense que dans ces cas-là, c'est peut-être mieux. C'est le moment peut-être où on devrait proposer la vidéo. On vous a proposé une vidéo. On n'aura pas le temps de la regarder, je suis désolé, la vidéo. Je préfère qu'on soit interactif. D'accord, pas de problème. Dernière chose, après on devra conclure parce qu'il y a d'autres orateurs. Quid des data? Les data, est-ce qu'elles vont être interfaçables avec le futur dossier patient personnalisé qui va changer de nom bientôt, on va en parler tout à l'heure avec Raphaël Beaufray. Est-ce qu'on va avoir une interaction possible de ces data? Qui va pouvoir avoir accès à ces data? Le cardio-référent, le patient, le cardio du centre? Je peux répondre, pas de problème. Alors le sujet des data, c'est vraiment un sujet qui est sensible, puisque effectivement on peut avoir différentes finalités. Déjà, pour tout ce qui est data, il y a toutes les garanties qui ont été prises, notamment les hébergements sont dans un cloud sécurisé, c'est un hébergeur agréé des données de santé. Après, pour la réutilisation possible des données, il y a plein de pistes qui sont possibles. Pour l'instant, elles sont à la propriété des centres de réadaptation et des patients, et il n'y a pas encore d'utilisation actuelle de ces data à faire à suivre sur... comme vous le dites, les possibilités qui seront offertes par les nouveaux systèmes. Ces datas sont stockées, est-ce qu'elles vont être à terme? Je sais que vous êtes au début, c'est une start-up que vous avez, mais est-ce que ces données vont petit à petit enrichir votre base et vont être agrémentées d'un début d'intelligence artificielle? Est-ce qu'on va avoir des alertes s'il se passe des soucis? Alors, je vais peut-être répondre là-dessus. C'est évidemment quelque chose qu'on gère déjà, je veux dire, aujourd'hui. Par exemple, de manière très curieuse, on n'a que 200 patients au total, mais très curieusement, on s'est dit que les patients isolés vont être moins observants. Ça paraît assez logique. C'est l'inverse. Donc, curieusement, il y a des choses qui commencent déjà à émerger et qu'on va bien sûr continuer à emmagasiner pour pouvoir avoir des nouvelles pistes dans le futur de développement de la réadaptation cardiaque et de la téléréadaptation. Je complète les propos de mon confrère, mon collègue. Effectivement, il y a des techniques aujourd'hui qui permettent, en toute garantie d'anonymat, d'exploiter avec les données, avec des algorithmes d'intelligence artificielle les données. C'est pas encore opérationnel, mais il y a des idées qui émergent, qui viennent des centres, qui nous demandent de développer des fonctionnalités. Notamment, on aimerait savoir, par exemple, en fonction des caractéristiques initiales du patient, quel va être le profil d'évolution pour pouvoir adapter le programme sans forcément avoir des preuves d'effort intermédiaires pour évaluer les situations. Il y a aussi des détections qui peuvent être faites de profils de patients en fonction de leur observance, leur activité, qui pourraient permettre de faire des groupes de patients qui ont à peu près le même profil. Donc vous avez plein d'évolutions, voilà, il y a des choses qui peuvent On vous remercie beaucoup, Alexis Asturk et Marc Thomas. On espère que votre solution va grandir et puis on vous reverra avec plaisir, j'espère le plus vite possible, aussi, avec des solutions pour les 500 premiers patients exploitées en France. Merci beaucoup. Merci. On va basculer sur la téléexpertise. On a deux experts, Baptiste Truchot. Bonjour. Bonjour Baptiste et David Bensoussan, qui ont tous les deux startups qui font de la téléexpertise et qu'on a vraiment choisi pour leur originalité. Alors on va commencer avec Baptiste. D'abord, l'idée de créer la téléexpertise, elle est née d'un besoin que tu as découvert dans un autre pays. Raconte-nous. Alors,
Effectivement, j'étais jusqu'en 2018 aux États-Unis, où j'étais responsable parcours de soins pour une assurance santé Obamacare qui s'appelait Oscar Health, qui s'appelle toujours Oscar Health. Et dans ce cadre, il faut s'imaginer un pays sans assurance santé nationale. Donc les assurances santé privées ont les mêmes incitations, les mêmes objectifs que l'assurance santé en France. Et on cherchait donc à optimiser le parcours de soins, éviter des passages aux urgences inutiles, à l'inverse accélérer la prise en charge des patients urgents. Et dans ce cadre, on a testé en 2018 la téléexpertise. Donc le fait de créer un lien entre les professionnels de santé, lien qui allait permettre de décider si un adressage était nécessaire ou non, et si oui, dans quelles conditions, à quelle vitesse, etc. Et les résultats de l'étude qu'on a mis en place en 2018 étaient très prometteurs, parce qu'on évitait 40% d'adressages inutiles et 5% d'erreurs médicales, donc de décisions qu'aurait prises par exemple le médecin généraliste sans s'appuyer sur un avis plus spécialisé et qui n'aurait pas été la bonne. Et donc à ce moment-là, on s'est posé la question de comment généraliser, comment on pouvait pousser cette innovation. Il n'y avait pas de solution évidente dans ce contexte-là, mais en France, il y a eu dans le même temps la signature de l'Avenant 6, qui a introduit une rémunération pour la téléexpertise. Donc la téléexpertise est maintenant dans le droit commun. Les 2 médecins qui participent touchent une rémunération de l'assurance maladie. Et ça a permis de créer une incitation pour pousser les médecins à développer, formaliser cette pratique. Et donc je suis rentré en France pour y travailler. Tu as importé donc cette idée que tu avais pu exploiter là-bas. La téléexpertise, tout le monde en fait tous les jours sans le savoir. C'est clair. Le mot est nouveau, mais la pratique pas du tout. Donc c'est les ECG que vous recevez de vos confrères de ville ou d'autres établissements, ou les coups de fil, les fax, les SMS. En fait, c'est tous les échanges d'avis que les médecins réalisent. Et dans un service hospitalier, par exemple en cardiologie, on est souvent sur 10, 15, parfois 20 demandes par jour. C'est une activité qui est extrêmement importante, qui permet de trier et prioriser les prises en charge, qui augmente à mesure que les délais s'allongent et que le nombre de médecins diminue, et qui pourtant est toujours réalisée avec les outils traditionnels. Donc c'est souvent ce mélange de téléphone, je reçois un MMS ou un WhatsApp pour le CG, donc c'est très inefficace, c'est pas sécurisé et c'est pas valorisé, alors que c'est une activité médicale importante qui est maintenant dans le droit commun. Donc manque de sécurité totale. On est dans l'illégalité tous les jours, on ne valorise pas notre travail et je pense que si chacun dans nos services on demandait à nos 9 ou 10 collègues à la fin de la journée de nous dire combien ils ont eu d'appels téléphoniques pour donner un avis, on est à 7, 8, 10 chacun. C'est ça, et 10 avis par jour, ça va faire pour le service 100 000 € d'argent non coté pour réaliser des actes les actes sont réalisés mais ils ne sont pas valorisés. C'est ça. Donc là, on rentre dans l'univers de la téléexpertise. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as pensé l'outil que vous avez développé ? Donc, nous, notre vision, c'est que tous les médecins font de la téléexpertise, mais c'est évidemment pas du tout pareil de faire la téléexpertise en cardiologie, en dermatologie, en hématologie, dans un service hospitalier, en libéral, dans une CPTS, etc. Et donc, notre vision a été de créer un outil qui s'adaptait aux besoins des services qui vont pouvoir configurer précisément leur projet médical. Donc, qui peut les solliciter, pour quel type d'avis, quelles seront les informations collectées, comment ils vont s'organiser, qui va être alerté et comment, etc. Et donc, on va les accompagner, ces services, dans la mise en place de ce projet. Et ensuite, pour les médecins requérants, donc typiquement les médecins généralistes de ville, l'outil sera parfaitement gratuit, simple, ils vont pouvoir s'y connecter en quelques secondes et en fonction de l'acteur du service auquel ils s'adressent, ils seront guidés dans la demande jusqu'à obtenir une réponse. Le médecin généraliste lui-même, il y gagne énormément, puisque c'est sécurisé. C'est un moyen plus simple d'obtenir un avis que de se faire balader de secrétariat en secrétariat. Et lui-même est rémunéré pour le travail qu'il réalise. Il y a un double gain. Et le gain de temps est probablement le premier. Parce qu'effectivement, souvent, les médecins nous disent « on m'a baladé 10 minutes avant que j'arrive enfin à vous avoir ». Et le gain financier, évidemment. Alors là, il y a eu des petits changements récemment, sur la cotation de l'acte de téléexpertise. C'est ça. Donc en fait, la téléexpertise est dans le droit commun depuis 2019, mais elle est vraiment généralisée depuis le 1er avril 2022, donc il y a quelques mois. Et donc depuis cette date, elle concerne tous les médecins, tous les patients. Et le médecin qui donne l'avis, donc son hôpital, s'il est médecin hospitalier, touche 20 € par avis. Et le médecin qui le demande, 10 € par avis. Et il y a un autre gain qu'on n'a pas cité, c'est que les actes sont tracés. Jusqu'à maintenant, cette activité, elle était complètement invisible. Aujourd'hui, il y a un compte-rendu de l'échange, automatiquement généré par Omnidoc, qui est ajouté
au dossier patient. Et donc quand le patient se rend à l'hôpital très vite ou plus lentement, en fonction de ce qui a été décidé par la téléexpertise, on a une trace de ça, on sait qui a dit quoi et quand, et ça va permettre d'améliorer la prise en charge hospitalière. Alors on s'était rencontrés l'an dernier ici même, au Salon COSI, où on avait pu avoir des premiers échanges. Et à l'hôpital de Pau, on a démarré cette année la téléexpertise, se faire une idée, se faire une opinion. Est-ce que c'est un outil facile à déployer? Est-ce qu'on arrive à obtenir la cohésion médicale? J'ai mis une diapositive, je ne sais pas si on peut la faire apparaître. En technique, ouais. Donc on a démarré il y a 6 mois l'activité. Avant de montrer les chiffres, comment est-ce qu'on s'organise? On a 2 lignes de téléexpertise. On reçoit soit des messages sur un modèle urgent, c'est le médecin de garde, soit des avis sur un modèle non urgent. Demande plutôt individualisée à tel ou tel médecin, alors qu'évidemment la ligne d'urgence est adressée au médecin qui a le BIP, qui a le téléphone de garde. Voilà. Donc comment on fonctionne? On est 9 cardiologues, on a tous créé vous nous avez créé un identifiant et un réseau. Et le médecin de garde, sur son smartphone, reçoit une notification. Voilà, comme on en reçoit de YouTube, de Facebook, de ce que vous voulez. On reçoit une notification Omnidoc qui nous dit « Ah, attention, il y a une demande d'un médecin ». Là, c'est sûr que c'est un médecin en ville qui a généré une demande. Celui qui est de garde ouvre la notification, regarde. Pour l'instant, on fait des choses simples, parce qu'on a démarré il y a peu de temps. On fait des lectures d'électrocardiogramme. ECG, il y a de plus en plus de médecins traitants qui font des ECG, ECG du sportif, patiente qui a des palpitations. Voilà, on a quand même une part grandissante de médecins généralistes qui font des ECG et qui nous les envoient quand ils ont un doute. Voilà. Donc on regarde, on peut répondre avec le téléphone, grâce à la carte ICPS qu'on a tous sur nos téléphones. La carte ICPS, on va en reparler tout à l'heure, c'est la e-santé, ou bien sur notre ordinateur. On a un login, un password. La page est ouverte sur tous les ordinateurs des médecins toute la journée. Si on a le BIP, c'est ouvert. Voilà. Et on répond aux ECG. Donc, tu peux peut-être nous commenter les chiffres? Oui, alors déjà, un chiffre admirable, c'est le délai moyen de réponse d'1 heure et le délai médian de 0 heure. Je pense que on accompagne 300 services hospitaliers. Vous avez la médaille aujourd'hui de vitesse de réaction. Donc ça, c'est un service rendu aux médecins du territoire extrêmement fort. Il y a des médecins qui, avant que le patient quitte, ont déjà la réponse. Évidemment, c'est adapté en fonction des urgences ou non, mais même sur les non-urgences, vous êtes extrêmement réactifs. Donc c'est un service rendu extrêmement fort. Sur le nombre de téléexpertises, donc on a commencé un peu avant l'été. Il y a eu 276 téléexpertises donc réalisées depuis le début sur le service. Donc 62% d'urgence, c'est intéressant, 60-40 urgence, non-urgence. Donc ça a permis quand même de faire passer sur de l'asynchrone des avis qui n'étaient pas urgents et ne nécessitaient pas forcément de s'arrêter au milieu de la consultation. Et donc là, on a des courbes assez typiques, c'est-à-dire en dehors de l'été, le projet va se diffuser progressivement. Il y aura chaque semaine et chaque mois plus de téléexpertise parce que le mot va se diffuser. Donc il y a des médecins du territoire qui vont rapidement adhérer au projet et décider de solliciter par ce canal. Il y en a d'autres qui vont mettre plus de temps, mais le mot va se diffuser et vous aurez chaque mois plus de téléexpertise que le mois dernier. Et donc aujourd'hui, il y a eu 40 médecins généralistes distincts. C'est un choix, oui, qu'on ne veut pas démarrer et se retrouver sous l'eau avec un nombre trop important de demandes. Donc on a choisi 40 médecins moins de 40 ans, dynamiques, qui avaient envie de rentrer dans ce protocole pilote. Et ensuite, on va déployer à l'ensemble de la communauté des médecins généralistes de la ville de Pau et des alentours. L'autre avantage que je vois à la téléexpertise, c'est qu'on a la capacité quasiment instantanément de flécher des malades, de dépister des malades qui ont un problème sérieux. Et pour éviter de les mettre sur liste d'attente sur une consultation à 2 ou 3 mois, on va dire ce malade, il a une douleur thoracique, il a un électro limite, je vais le voir cet après-midi ou demain. Et ainsi, on va améliorer le parcours de soins. Ceux qui ne sont pas urgents seront à la file à la queue de la file des consultations. Pour finir, nos secrétaires reçoivent toutes les notifications également en temps réel, ce qui signifie que si moi je réponds que je vais revoir ce malade pour une échographie et un test d'effort dans les 10 jours, ma secrétaire est au courant instantanément de ma réponse et va contacter le médecin traitant et le malade va quitter, le patient va quitter la consultation du médecin traitant directement avec tous ses rendez-vous chez le cardiologue. Donc je pense que c'est quand même une amélioration
du service rendu pour le patient. Je voudrais te demander, dans ton expérience, est-ce que tu fais ça en plus de tes consultations ou est-ce que tu as enlevé un créneau de consultation pour faire ça? Comment ça se passe? Est-ce que ça te surcharge pas? Enfin, comment ça se passe? Non, moi je n'est pas réserve. extensible à souhait. J'ai 3 plages de consultation. Je réserve toujours 2 places par consultation en fin de programme pour ce type de patient. Donc c'est dans le cadre des consultations, tu as remplacé une consultation physique par une téléconsultation à distance. Non, j'ai prévu un créneau au cas où j'aurais de libre, de vacant, que je ne bloque pas, au cas où j'aurais besoin de voir un patient rapidement dans les jours qui suivent. Donc en pratique, pour un médecin comme toi, ça fait combien de consultations par semaine de téléexpertise? Peu. 2 ou 3. D'accord. Bien, on va enchaîner. On va enchaîner donc avec. On va continuer sur la téléexpertise. Ça sera très intéressant d'avoir une deuxième son de cloche entre guillemets, mais on l'a quand même pas. Vous n'allez pas avoir de redite parce que donc nous avons le plaisir d'avoir le docteur David Bensoussan qui est chirurgien vasculaire à l'hôpital d'Aix-en-Provence. Donc j'ai la chance de bien le connaître. C'est pour ça qu'il a accepté de venir. Et il est fondateur de la téléexpertise Rofim. Donc c'est également une plateforme de téléexpertise qui a été fondée en 2018 avec certainement des parallèles avec ce qu'on vient de voir. On voulait lui demander de venir pour nous parler de la fonction RCP qui existe, qui est un des modules. Et donc, la première question, c'était... comment un chirurgien vasculaire a été amené à créer une plateforme de téléexpertise? Parce que c'est la première question. Merci Jérôme. C'est vrai que le grand écart, il est pas logique et effectivement, l'inspiration est venue du terrain. J'étais interne et assistant à l'hôpital et en fait, pendant ces 8 ans à l'hôpital, j'ai eu tellement de difficultés pour demander des avis à des médecins à l'extérieur de l'hôpital qu'à un moment donné, je me suis dit c'est pas possible qu'il n'y ait pas un outil simple, sécurisé où je puisse envoyer un dossier patient avec de l'imagerie, parce qu'en chirurgie vasculaire, on travaille beaucoup avec de l'imagerie, de manière sécurisée à un autre médecin qui soit à 40 ou à 800 km pour avoir une contre-expertise. Et de fil en aiguille, je voyais mes maîtres recevoir des demandes d'avis sur leur téléphone, voir des vidéos de scanners. Et je me disais, c'est pas possible, c'est pas possible. Au bout d'un moment, j'ai rencontré la bonne personne qui m'a mis le pied à l'étrier et j'ai fondé Rofim comme ça. Donc ça, c'était en France, hein, c'était pas aux États-Unis. Voilà, l'esprit français aussi peut. Et donc, voilà, la question, c'était sur la RCP. Vous avez développé la fonctionnalité RCP, c'est-à-dire réunion de concertation pluridisciplinaire virtuelle, avec des gens donc, qui ne sont pas physiquement là. Possible de nous très dire vite, comment ça se passe. On a eu un positionnement avec des centres de référence, des centres d'expertise ou de recours. Et dans ces centres-là, il y avait beaucoup de praticiens qui organisaient justement des RCP, donc justement pour réunir plusieurs praticiens à distance pour discuter de dossiers vraiment complexes. Et grâce à nos 2 principaux clients à ce niveau-là, que sont les filières de maladies rares et les CLCC, les centres de lutte contre le cancer, on a développé un module IRCP qui permet de traiter donc tout type de patients en RCP, de la RCP classique locale à la RCP de recours national, tout en digital. On ne se déplace plus, on ne fait plus 2 heures de bagnole pour aller à l'hôpital pour présenter un dossier. On reste dans son bureau à l'hôpital ou chez soi, on se connecte, on prend un dossier à la IRCP, on a sa réponse, on s'en va. Donc ça change complètement la donne. Donc, effectivement, ça permet d'être à côté tous ensemble, de réfléchir. On aurait pu faire ça à une RCP aujourd'hui et tous chez soi. Bon, c'est bien aussi de temps en temps d'être là, mais donc c'est vrai que ça rend de grands services. Alors, quels sont les principaux freins identifiés dans le cadre du déploiement de cette téléexpertise RCP, puis de manière générale? Oui, alors téléexpertise, il y en a plus que pour les RCP. Les RCP, il y avait un vrai besoin. Et il n'y avait pas vraiment de frein. En téléexpertise, il y avait des freins. Le principal frein, c'était qu'on annonçait un remboursement. Et au départ, c'était très compliqué de se faire rembourser justement les 10 et 20 euros ou à l'époque les 6 et 12. Et cette complexité-là rendait injuste notre argument qui était de dire mais c'est pas valorisé. On nous disait oui, c'est valorisé. Le médecin nous disait mais en fait c'est trop compliqué, c'est l'usine à gaz pour avoir les 20 euros, je laisse tomber. Bon, ça s'est bien arrangé depuis, avec la tech, avec aussi les simplifications au niveau légal. Mais du coup, ça a été le principal frein. Et le deuxième frein qu'on imagine tous, c'est le changement d'habitude. On est habitué depuis 20 ans à utiliser WhatsApp, à utiliser un mail pour répondre à un avis. De changer d'outil, que ce soit Omnidoc ou Rofim,
c'est l'inertie, la courbe au changement, elle est incompressible. Et de ce fait-là, c'est un frein qui se réduit et qui petit à petit disparaît, parce que ça fait quand même 4 ans que ça existe maintenant. Quelle perspective d'abord, je tiens à dire que nous, on utilise de façon croissante ce système-là en cardiologie, et je sais que c'est utilisé surtout par pour adresser des dossiers lourds aux chirurgiens, mais également pour donner des avis. Dans le service d'Aix-en-Provence, service à la Timone, aux centres qui sont en chirurgie cardiaque, donc il faut leur envoyer des scanners, etc. Et ça, c'est vrai que pour des TAVI, pour des choses comme ça. Donc, effectivement, voilà, tout l'intérêt de la téléexpertise. Donc, les RCP, on vient d'en parler. Les perspectives de la téléexpertise, quels autres modules sont dans les tiroirs? Enfin, je sais pas, on peut nous dire, je sais pas. Nous, sur Rofim, on a une vision transversale de la télémédecine. On essaye d'avoir une plateforme unifiée, en fait, où on va avoir tout ce qu'on a besoin de faire en télémédecine au sein d'une journée ou d'une semaine pour un praticien. Donc, on a un module de téléconsultation qu'on a éprouvé pendant le Covid, un module de téléexpertise, un module de IRCP. Et probablement que l'année prochaine, on fera un partenariat avec un module de télésuivi pour avoir en fait la chaîne de valeur de la télémédecine sur une même et unique plateforme. D'accord. Et enfin, il nous reste très peu de temps, mais je voudrais en profiter pour demander, c'est quoi la vie d'un médecin entrepreneur? Parce que les journées et les semaines, voilà. Il y en a deux en face de moi déjà, donc ça me rassure, je suis pas seul. Je suis pas seul tête brûlée, mais pourra faire. La vie, vous me confirmerez, hein, mais c'est du sport H24, quoi. C'est faut jongler entre la clinique, entre des salariés, entre du management, entre des problèmes qu'on n'avait jamais rencontrés auparavant dans notre métier de médecin. On n'est pas forcément formé à ça. On développe petit à petit en tant que médecin des sortes de compétences, des soft skills, hein, l'endurance, la résilience. Donc ça sert quand on est entrepreneur, mais d'autres choses qu'on connaît pas et qu'on apprend sur le tard, et c'est très chronophage. C'est plus dur d'être entrepreneur ou chirurgien? C'est plus dur d'être entrepreneur, parce que la chirurgie, ça fait 15 ans que je le pratique. Les entrepreneurs, ce qu'ils en pensent. C'est une passion de plus. Ah oui. Bon, merci beaucoup. Donc, on va vous libérer tous les quatre. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? S'il y a des questions dans la salle, oui, peut-être. Oui, voilà. On va profiter. Alors pour l'écho, moi je vais répondre pour l'écho si tu veux répondre. L'échographie, en tout cas, nous on a développé un connecteur qui permet de rapatrier les images depuis l'échographe, faire un export et ça exporte directement vers un logiciel qu'on installe sur le bureau qui s'appelle Rofim aussi, qui va permettre de faire de l'expertise depuis l'échographe. Donc on a rendu ça parce que c'était un vrai frein effectivement. Les clés USB, export, mettre sur l'ordinateur, c'est une tannée. Et en fait, on a automatisé ça. Et pour le CG, c'est une photo. L'intéresseur paye ou pas? Non. Donc c'est gratuit. On a le même modèle économique. Ouais. Nous, c'est l'hôpital. Donc que ce soit Omnidoc ou nos clients, c'est les hôpitaux. L'hôpital qui va du coup organiser les projets, qui va aussi recevoir les financements liés à la téléexpertise et qui va payer. Ça va être gratuit pour les requérants. Et ça, c'est un enjeu majeur parce qu'il faut pouvoir embarquer tous vos correspondants. La téléexpertise via Omnidoc ou Rofim, c'est bien si demain vous jonglez pas entre 3-4 outils. Le but, c'est que vous coupiez les fax, les SMS, etc., que ça devienne votre outil organisé d'avis. Et ça implique que ça soit donc gratuit et extrêmement simple pour les requérants. Et la simplicité, c'est ce que vous disiez, il faut pouvoir rapidement ajouter, que ce soit une photo qu'on peut prendre directement depuis l'application ou un PDF, de l'imagerie médicale, etc. Et donc il y a des liens avec les objets connectés qui sont développés. Toute petite question. Oui. Bravo pour le délai de réponse, je trouve ça extraordinaire parce que dans la notification, il y a quand même la notion d'interruption de tâche. Comment vous gérez ça? Parce que moi, c'est insupportable. Il y a des téléphones. Alors, c'est très simple. Vous organisez vos activités de façon un peu segmentée? Comment vous faites?
je vous propose de venir passer une demi-journée avec moi. Vous allez voir la journée d'un cardiologue. En fait, on a le téléphone qui sonne tout le temps dans la poche. Voilà, c'est juste ça. Donc ça ne change pas mon quotidien. Je suis entre deux blocs. Ça sonne 2 fois, 3 fois. Ben, je regarde, je réponds. Voilà. De toute façon, on est toujours dérangé si c'est pas les urgentistes qui nous appellent. Mais je vous dis parce que c'est vraiment. Mais on s'est habitué à ça. Et d'ailleurs, à l'effet. Mais je crois qu'on le subit un petit peu. Ouais. Et pour le coup, si certains rechignent à aller faire de l'activité en GHT, pour le coup, là, c'est tranquille. On prend sa voiture, on fait une demi-heure de voiture, on arrive dans un centre, on fait de la consultation de 8h30 à 12h30. C'est calme, on voit un malade tous les quarts d'heure. C'est génial. Et on a des gens sympas, en plus, en campagne, qui nous accueillent bien. Vous revenez dans votre hôpital l'après-midi, waouh, et là, c'est juste la folie, quoi. Ça sonne tout le temps, et je pense que tous les gens ici vivent ça. Et plus les années passent, et moi je commence à prendre un peu d'âge, des fois il faut se replonger dans un dossier qui est un peu compliqué, puis on repasse à l'autre, on écoute. C'est vrai que c'est pas simple. C'est des tâches interrompues, vous avez tout à fait raison. C'est pas une bonne chose. Mais le but n'est pas de rajouter une activité, mais de venir mieux organiser. Exactement. Mais voilà, le médecin qui a le téléphone de garde, lui, il est fait pour ça. Il sait qu'il va être dérangé, donc c'est une tâche qui lui incombe, mais il vaut mieux que ce soit une seule personne qui fasse ça. Ouais, exactement. In fine, le patient, il aurait quand même fini par avoir un avis par un cardiologue du service, mais sauf qu'on simplifie justement. Il y a encore une question, et après on passe à la suite. Alors, pendant mes consultations, ce n'est pas moi qui ai le téléphone de garde, donc je ne suis pas gêné par Omnidoc. Mais je suis dérangé, comme toi, par les urgences, parce qu'ils ont un malade à moi qui est arrivé, par le secrétariat, parce qu'il y a un médecin traitant qui veut me contacter. Je pose pas mon téléphone, mais je sais que certains le font. Dans mon service, on le fait pas parce qu'on veut être réactif avec nos correspondants, on veut pas perdre des correspondants. Il y a une clinique en face, on est dans un système concurrentiel et on veut répondre au plus vite aux patients. Ça, c'est des solutions qui permettent de répondre vite avec des gens dédiés pour cette tâche. C'est une plus-value, on va dire. On va continuer donc la session. Donc on vous remercie tous les 4. Merci. Merci à vous. Et on va demander à Jocelyn Duchâteau, Raphaël Beaufray et Arnaud Rosier de venir à la table. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Mettez comme vous voulez. Voilà. Donc Jocelyn Duchâteau, Raphaël Beaufray. Bonjour Voilà. monsieur. Voilà. Donc on va commencer avec Jocelyn là. Dans l'ordre. Bien, donc là on va passer dans une deuxième dimension, enfin une quatrième, moi j'ai envie de dire dimension, parce que c'est l'intelligence artificielle, le sujet suivant, et la personne qu'on a réussi à vous faire venir, je peux vous dire, c'est vraiment de la grande expertise. Donc Jocelyn Duchâteau, rythmologue interventionnel au CHU de Bordeaux. Pour les rythmologues, Bordeaux, c'est la mecque de la rythmologie en France. Enseignant à l'Université de Bordeaux dans l'unité intelligence artificielle en santé et travaille actuellement sur plusieurs projets de recherche. Alors, première question de profane, l'IA, l'intelligence artificielle, c'est une nébuleuse. Est-ce que l'homme apprend à la machine ou est-ce que la machine apprend toute seule? Bonjour à tous. Donc c'est une très bonne question parce qu'en fait finalement en effet les algorithmes qui sont utilisés et développés en IA ils sont très variés. Et en fait la réponse à cette question c'est les deux. C'est-à-dire qu'on peut faire soit ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé. C'est je pense la majorité des applications qu'on a en médecine actuellement. C'est-à-dire qu'on va enseigner une tâche à l'intelligence artificielle spécifiquement. On va lui apprendre par exemple à détecter une pathologie en lui donnant à la fois les données sur lesquelles elle doit travailler et la réponse, c'est-à-dire est-ce qu'il y a cette pathologie ou non. Ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Et après, il y a aussi un autre mode d'apprentissage en intelligence artificielle qui est moins utilisé actuellement dans les applications courantes. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. Cette fois-ci, on va donner à la machine des informations très larges, mais sans lui dire comment elle doit les organiser, sans lui dire comment elle doit les classer spécifiquement. Et ça va avoir un objectif plus justement un peu exploratoire, c'est-à-dire que la machine va derrière proposer une structuration automatiquement de ces données. Elle va faire en elle-même des classifications, des regroupements de données, parce que ces données peuvent être regroupées parce qu'elles sont assez distinctes les unes des autres. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. D'accord, donc supervisé et non supervisé, deux types d'apprentissage. Est-ce que du coup, alors par quel type d'apprentissage l'intelligence artificielle peut, par exemple, là je suis un peu provocant, sur un électrocardiogramme,
nous dire, apprendre à reconnaître le sexe du patient. C'est-à-dire qu'on lui montre le CG, on lui a appris ou il a appris tout seul, il faudra nous dire si supervisé ou non supervisé, et il peut nous dire si c'est un homme ou une femme, et même question sur l'âge. Et ben finalement, bon, ça va être classiquement une tâche pour de l'apprentissage supervisé. C'est-à-dire qu'on va avoir, pour cet exemple, des ECG, et en face, on va avoir l'âge et le sexe. Donc on va donner toutes ces informations à la machine qui va apprendre progressivement à reconnaître si c'est un homme, si c'est une femme. Ça marche très bien. Donc il y a eu des publications déjà là-dessus. La réponse est oui. Donc la réponse est oui, ça marche très bien. À partir d'un électrocardiogramme 12 dérivations, on peut savoir si le patient en question était un homme ou une femme. Ce qui est un petit peu plus difficile à comprendre, c'est que la machine, souvent, son mode de fonctionnement est difficile à élucider. Par exemple, le fait qu'il y ait une différence entre les électrocardiogrammes des hommes et des femmes, on ne sait pas si c'est lié à l'activité électrique du muscle cardiaque lui-même, qui peut être par exemple dépendant des hormones circulantes, ou si c'est par exemple la forme du thorax, qui va être un petit peu différente chez l'homme et la femme, et donc ça va modifier la position des électrodes, ça va avoir un impact sur le signal. Ça, on ne sait pas aujourd'hui très bien expliciter comment l'intelligence artificielle parvient à son diagnostic final. Est-ce qu'on ne peut pas dire peu importe? Ça dépend de l'objectif. Et justement, par exemple, on peut regarder la deuxième question qui était l'âge pour donner des informations là-dessus. Parce que l'âge, c'est un petit peu la même chose. On va entraîner l'intelligence artificielle sur un âge chronologique, c'est-à-dire qu'on va prendre l'âge de la carte d'identité du patient, on va le mettre en entrée du problème, on va donner son électrocardiogramme en même temps, et on va entraîner notre intelligence artificielle là-dessus. Mais l'intelligence artificielle, elle peut faire une prédiction sur l'âge uniquement en fonction des données qu'on lui a données, c'est-à-dire en fonction de l'électrocardiogramme. Et finalement, on se rend compte, quand on fait cet exercice, que l'âge qui est prédit par la machine, ce n'est pas un âge chronologique, donc c'est assez bon, mais pas parfait pour la prédiction de l'âge chronologique. Mais par contre, on se rend compte qu'il y a probablement plutôt un âge biologique qui est détecté par la machine. Donc ça peut être vu comme une limite. Et c'est pour ça qu'il faut pas dire peu importe, parce que ça a quand même un impact. Mais ça peut être aussi vu comme une opportunité, parce que par exemple, cet âge biologique, eh bien, il peut être... après, il y a d'autres études qui ont montré qu'il était corrélé en fait au pronostic du patient directement. D'accord. Donc on peut reconnaître... Enfin, la machine peut... Ce que nous, on n'est pas capable de faire. Avec une méthode de son apprentissage, on ne sait pas comment, donc il y a des hypothèses. Elle peut sur un ECG sans se tromper. Alors j'imagine qu'elle doit se tromper quand même de temps en temps, mais enfin apparemment, donc sans se tromper ou sans se trompant très très peu, nous dire si c'est un homme ou une femme, ce que nous on est incapable de faire, et de nous dire si l'âge physiologique à peu près, enfin de nous dire où en est le patient du coup, peut-être dans son espérance de vie, on en parlera après. Je voudrais savoir si également on peut aller un peu plus loin. Est-ce qu'avec un ECG, l'IA peut nous donner une idée de la fraction d'éjection? Oui, alors ça c'est pareil, il y a eu des études qui montrent qu'on peut prédire la fraction d'éjection ventriculaire gauche à partir d'un électrocardiogramme 12 dérivations. Ça, c'est des résultats de recherche aujourd'hui qui sont très intéressants parce que les premières applications en IA qui ont été développées pour un usage médical, c'est essentiellement de l'automatisation de tâches. C'est-à-dire qu'on va essayer d'apprendre à l'algorithme de faire quelque chose que fait déjà le médecin, mais de le faire de manière automatique pour lui faire gagner du temps et pour pouvoir automatiser un traitement sur des données qui vont être volumineuses. Donc c'est un objectif qui est louable, qui est bien sûr nécessaire, surtout quand on a l'augmentation des données médicales qui nous arrivent actuellement. Mais là, on touche du doigt quelque chose d'un petit peu différent, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle nous permet aussi d'améliorer vraiment nos outils, d'arriver sur des diagnostics qu'on ne peut pas avoir différemment. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous faites un électrocardiogramme à un patient, dans un contexte de dépistage, on peut estimer avec une valeur prédictive qui est meilleure que celle du BNP, par exemple, si ce patient il fait de l'insuffisance cardiaque ou pas. Et ça, c'est très intéressant. Du coup, la mortalité aussi, alors. Et donc, voilà. Et donc, après, il y a des choses qui donnent un petit peu plus le frisson, mais par exemple, il y a une étude qui a montré qu'avec un électrocardiogramme 12 dérivations standard, on peut prédire de manière très convaincante la mortalité toute cause à 1 an. D'accord ? Avec un hazard ratio aux alentours de 10. Donc ça veut dire que si la machine dit que vous allez mourir, vous avez 10 fois plus de chances de mourir que si elle vous dit que ça va bien se passer.
D'accord. Alors le niveau encore au-dessus, puisque c'est le sujet, IA et objets connectés. Est-ce qu'une montre connectée, qui cette fois-ci n'a qu'une dérivation et pas 12, est capable de nous prédire la fraction d'éjection, bon, le sexe peut-être on s'en fiche, mais fraction d'éjection, la mortalité, voilà, est-ce que c'est possible de faire ça avec Alors, il y a des choses qui ont embarquées. déjà été faites, qui ont déjà été démontrées. Je pense que les autres sujets qu'on a évoqués, vu qu'ils ont déjà été faits pour le CG12D, entre guillemets, c'est qu'une question de temps avant qu'on ait les données nécessaires pour le faire sur du monopiste. Après, il y a d'autres questions qui se posent. La question tout simplement de savoir si c'est souhaitable, si c'est économiquement, écologiquement viable d'avoir un recours systématique à des objets connectés. Tout ça, c'est des questions qui sont en fait plus importantes presque que la question de la faisabilité technique. Éthique. Voilà, il y a des questions éthiques, bien sûr. Là, on a parlé de la mortalité à 1 an. Quand vous avez un assureur qui vous demande un ECG systématiquement avant de vous faire un prêt, voilà, on arrive sur des frontières où on se rend compte qu'il y a des enjeux qui sont assez importants. Le problème de l'assureur, peut-être aussi, tu as soulevé le fait de prendre, si par exemple on offrait à son père ou son grand-père un appareil, une montre, sans citer laquelle, qui serait capable de déceler la fraction d'éjection pour dire voilà, comme ça, moi je saurai plus vite quand mon père sera malade. Est-ce que ça n'a pas généré de la consultation? Alors c'est sûr qu'on a entendu le ministre de la Santé ce matin nous parler de prévention, mais voilà, c'était ce que tu abordais là, jusqu'où on peut aller avec cette logique-là? Oui, en fait, l'intelligence artificielle, c'est un outil. Ça va travailler sur des données. Il faut des données. Donc après, fondamentalement, il n'y a pas de changement de paradigme majeur sur comment on pratique la médecine avec l'intelligence artificielle. Ça permet de faire des nouvelles choses, mais par contre, ça nous affranchit pas des autres problèmes qu'on avait déjà dans la médecine. Et donc, par exemple, pour la montre connectée, en fait, ce qu'il faut se poser comme question, c'est pas de savoir si la montre connectée va pouvoir détecter l'insuffisance cardiaque de manière convaincante. C'est une vraie question scientifique. Mais si on veut mettre en place une stratégie de dépistage, il va falloir, par exemple, comparer cette stratégie de dépistage-là à une visite chez le médecin traitant une fois par an où il fait un électrocardiogramme 12 dérivations et lui, il le transfère pour une analyse automatique éventuellement. Et finalement, on a deux stratégies de dépistage différentes qui, d'un point de vue efficacité, étant donné que l'insuffisance cardiaque, c'est quand même lentement progressif, sont probablement assez équivalentes et qui, par contre, en termes de consommation de ressources, en termes de dépenses de santé, sont très, très différentes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur l'intelligence artificielle, l'impact sur les outils connectés? C'est vrai que c'est un peu flou quand même. Enfin, on a du mal à imaginer, mais on a quand même eu des réponses très précises. On peut savoir le sexe d'une personne. L'appareil est capable de savoir s'il y a une fraction d'éjection basse, capable d'estimer le risque de mortalité. Bon, je trouve que c'est des choses qui, moi, personnellement, me perturbent un peu. Mais voilà, oui, il y a une question. Alors, plus fort pour qu'on l'entende bien. Ou alors, je ne sais pas s'il y a un micro ou on venait au micro. Bien sûr, évidemment. Et puis, je veux dire, tous les algorithmes dont on a parlé, ils sont parfois très performants, mais ils ne sont jamais parfaits. C'est la première chose qu'il faut retenir. Ensuite, beaucoup des études qui ont été faites jusqu'à maintenant, elles sont quand même sur de la monomodalité. Alors, je vais m'expliquer. Par exemple, on peut dire, il y a eu des études qui ont été faites et qui le démontrent, qu'un algorithme d'IA peut, à partir d'un ECG 12D, être plus performant qu'un cardiologue sur le diagnostic d'un infarctus. Sauf que quand vous avez un patient qui vient vous voir avec une douleur thoracique qui est tabagique, qui est dyslipidémique et qu'il a une petite modification sur l'électrocardiogramme, vous n'allez pas regarder l'électrocardiogramme de la même manière que si c'est un jeune qui va bien et qui n'a pas d'antécédent. Donc, ça veut dire que la comparaison entre la machine et l'homme dans ce contexte-là, elle est un petit peu déloyale. Parce que le métier de médecin, c'est beaucoup plus complexe. C'est justement non seulement traiter des informations, mais les recueillir. Et pour recueillir les informations de manière adaptée et de manière utile, eh bien ça, c'est un vrai apprentissage. Et c'est un métier qui est beaucoup plus complexe que juste mouliner des données. On va continuer donc avec la session suivante. Merci beaucoup. Jocelyn. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Raphaël Beaufray, qui
Bonjour. Qui nous vient du ministère. Alors, je vous présente, vous n'êtes pas médecin, vous êtes ingénieur spécialisé dans le domaine du numérique et vous travaillez depuis 2019 à la délégation ministérielle au numérique en santé, la DNS. Donc vous connaissez bien le point de départ finalement du rapport Pont-Coury de 2019 qui faisait état d'une situation de l'e-santé en France qui n'était pas satisfaisante. Est-ce que vous pouvez nous en parler avant qu'on parle du plan d'action que vous menez avec le gouvernement ? Oui, il y avait eu un diagnostic assez sévère sur un retard assez significatif sur la santé numérique en France qui avait été dressé en 2019 et c'est ce qui avait présidé au lancement en avril de 2019 par Agnès Buzyn d'un grand plan autour de Ma Santé 2022 qui avait une composante numérique très forte avec une feuille de route sur le numérique en santé qui était incarnée par une maison que certains d'entre vous ont peut-être déjà croisé dans une des présentations notamment qui avait été faite à cette époque. On a beaucoup travaillé pendant 4 ans. J'ai été de cette aventure et je peux en témoigner. Et on a récemment publié un bilan, dont vous voyez un des éléments. Alors oui, c'est la fameuse maison qui est un peu notre logo. Et on essaie de faire un comparatif entre 2019 et 2022. Qu'est-ce qui a avancé, moins avancé. Et donc pendant 4 ans, on s'est vraiment attelé à essayer de rattraper un retard très très fort sur le numérique en santé en France, notamment sur les infrastructures techniques, c'est-à-dire se donner un cadre d'urbanisation relativement clair, en se disant, les patients, on ne va pas être en mesure d'échanger des données de santé s'il n'y a pas un numéro unique par patient, ce qui n'était pas complètement le cas avec le numéro de sécurité sociale qui est partagé entre plusieurs membres d'une même famille, ce qui est un mauvais départ dans la vie pour un identifiant qui doit être propre à chacun, ou des éléments comme l'idée que, par exemple, quand on parle d'un professionnel, on ait vraiment un numéro unique pour tous les types de professionnels qui interviennent dans le domaine de la santé, et qu'on ait un certain nombre d'infrastructures sécurisé pour le partage des données de santé, comme la messagerie sécurisée de santé ou le dossier médical partagé. Donc pendant 4 ans, il y a eu un rattrapage de retard colossal. On vient de publier, donc j'en laisserai quelques exemplaires, il est accessible sur Internet, un bilan qui est tout frais, qui vient de sortir il y a quelques semaines, qui détaille un petit peu l'ensemble de ces efforts qui ont été faits pour rattraper ce retard sur le numérique en santé. Les 3 années passées, donc vous avez, en fait, si on veut illustrer le côté de la maison, il y a des fondations, il y a une maison, il y a des nuages, donc finalement il y a différentes strates, il y a énormément de choses à faire pour avoir une articulation entre tous ces outils. Absolument. On voit ce qui a été fait en vert donc depuis 3 ans. Vous avez le souhait que la France, finalement, qui a énormément investi, soit finalement une espèce de modèle européen de l'e-santé qui puisse être utilisé par tous nos collègues. Alors si on parle du premier point qui nous intéresse, c'est peut-être la sécurité et l'interopérabilité des dispositifs. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger un petit peu effectivement sur l'Europe, parce qu'une fois qu'on a rattrapé notre retard en France, la question se pose, est-ce qu'il y a un avenir de la santé numérique en Europe ? Peut-être revenir, avant de focaliser sur la sécurité, sur notre conviction. Bon, je pense qu'elle est relativement partagée, c'est qu'on peut vraiment améliorer la santé des citoyens en France et le quotidien des professionnels grâce au numérique. Donc ça, c'est vraiment notre politique, entre guillemets. On veut que ce soit dans un cadre de valeurs qui sont importants. Je pense que tout à l'heure, il y avait des enjeux autour de la garantie humaine, de l'intelligence artificielle. Nous, on veut qu'il y ait un numérique qui soit éthique, qui soit humaniste et citoyen. On veut aussi un numérique qui soit souverain, pour pas que demain, ceux qui gèrent notre santé soient uniquement les GAFA américains. Donc ça, c'est aussi des valeurs qui sont très importantes et qui sont au cœur de notre stratégie. Associé à ça, on a aussi une philosophie, une action de politique publique qui dit qu'il ne faut surtout pas que ce soit l'État qui construise tous les systèmes de tout le monde, parce que sinon, ça ne va pas marcher. L'État n'a pas les ressources numériques suffisantes ou suffisamment pointues pour le faire. Donc, ce n'est pas l'État qui va construire les systèmes utilisés au quotidien par les cardiologues, les libéraux, et les EHPAD, etc. Mais c'est plutôt un État, alors que nous, on appelle plateforme, c'est un peu un gros mot, qui veut dire... Il y a un marché de dispositifs médicaux numériques, un marché de logiciels avec des couloirs, dossiers patients informatisés pour les uns, logiciels de gestion de cabinet pour les autres, etc., qu'il faut au contraire développer. On mène beaucoup d'actions pour développer le numérique en santé en France. Ça peut passer par des actions, par exemple, sur la formation des professionnels de santé au numérique, des actions, par exemple, où on distribue de l'argent pour des sociétés qui sont innovantes et qui produisent des services vraiment innovants. Mais on a aussi une action de régulation. Et alors là, on revient sur la question de la sécurité. Notre job, nous, c'est de faire des règles. Alors, les règles, on les catégorise en 3 parties. On a des règles de sécurité qui sont extrêmement importantes, sur lesquelles on va revenir. Des règles sur l'interopérabilité, parce qu'évidemment, si les logiciels, au-delà d'un identifiant unique par patient, ne savent pas communiquer entre eux, toutes les promesses du décloisonnement entre la ville et l'hôpital ne vont évidemment pas marcher. Et puis, des référentiels éthiques. Et je crois que ça répond la question, par exemple, de la validation humaine lors de l'utilisation de l'intelligence artificielle est une des composantes, parmi d'autres, de ce qu'on pourrait arranger dans un cadre éthique.
En plus de ça, on a l'idée que l'État doit faire certains services socles. C'est-à-dire, il y a pour le coup certains trucs pour lesquels l'État doit prendre la main et se dire là, il faut qu'il y ait un monopole. C'est notamment le cas pour le carnet de santé électronique des citoyens, Mon Espace Santé, sur lequel on se dit on ne veut pas que demain ce soit chez les GAFA ou chez un grand acteur de la prise de rendez-vous en ligne, et que ce soit géré toutes les données des citoyens français. Ils ont déjà un peu ça, Doctolib. Ils ont un mini espace santé. Ils ont un mini espace santé dans le sens où, au-delà de prendre des rendez-vous, et puis ils sont en train de se diversifier sur le logiciel de gestion de cabinet, ils incitent, ils arrivent en partie à faire en sorte qu'en amont d'une consultation prise dans le site de rendez-vous ligne, le patient télécharge un certain nombre de documents, mais c'est encore une pratique qui n'est pas encore complètement systématisée parmi les utilisateurs de ces plateformes. Et nous, notre job, justement, on a essayé de tirer les leçons d'un échec. Pardon. Juste un mot. Je pense qu'effectivement, ce que vous déclinez, qui est d'une ambition et d'une ampleur beaucoup plus importante, finalement, Doctolib l'a fait en miniature, mais a bien fait de le faire, parce que je pense que les utilisateurs médecins qui utilisent cette solution en sont très satisfaits par rapport à la lourdeur, au côté très lent à déplacer du paquebot, des gros logiciels métiers que nous avons dans nos hôpitaux. Donc vraiment, vous recentrez et vous allez permettre d'avoir une très grande interopérabilité de tous les SaaS. Et donc ça va être le patient au cœur de ce réseau. De toute façon, notre philosophie, c'est que le patient doit être au cœur de toutes nos politiques sur le numérique en santé. D'abord, le patient doit être destinataire de ces données. C'est relativement... tout le monde est d'accord sur le principe, mais c'est un principe qui n'est pas toujours converti dans la réalité. Malheureusement, il y a beaucoup de patients qui ont des difficultés, avant même de parler de numérique, à accéder à leurs données quand même ils le demandent. Donc on pense que vraiment le numérique peut déjà être une capacité des patients de retrouver la main sur ces données, et en plus d'y accéder, ce qui est déjà la première étape, c'est vraiment d'avoir un choix sur ce qui en est fait. C'est-à-dire vraiment remettre le patient au cœur d'un système de je définis qui doit avoir accès, qui ne doit pas avoir accès, pour quelle finalité, etc. Ça, c'est vraiment essentiel, parce que si on ne construit pas ce cadre de confiance, demain on n'arrivera jamais à développer les usages du numérique en santé et tout l'aspect transformant du numérique pour la santé. Donc nous, on a vraiment, dans les services socles dont je parlais, vraiment cette ambition de construire un carnet de santé électronique pour les citoyens, qui avant s'appelait le DMP. On a tiré les leçons de l'échec du DMP pendant plusieurs années pour construire vraiment Mon Espace Santé, qui est sorti de terre en janvier de cette année. J'espère que vous avez tous, et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous connecter sur le site ou sur l'application mobile avec votre muni de votre carte vitale pour la première connexion, pour pouvoir aller voir un petit peu cet outil, à quoi il ressemble. On est relativement assez content, puisque Mon Espace Santé d'abord a été ouvert pour tous les citoyens, ce qui était un changement de paradigme par rapport à ce qui préexistait sur le DMP, où en plusieurs dizaines d'années, il y a seulement 10 millions de personnes qui avaient ensuite eu un DMP ouvert. Là, le DMP, le Mon Espace Santé a été ouvert pour tous les citoyens. Il y a moins de 2% des citoyens qui s'y sont opposés. Donc maintenant, ce qui est intéressant pour les professionnels, c'est que par défaut, un patient dispose d'un espace santé. Et ça, Mon Espace Santé pour un patient, c'est vraiment d'abord une simplification du quotidien. C'est par exemple, je vais faire une mammographie, on me demande dans le centre de sortir le compte-rendu de la mammographie d'il y a 3 ans, mais il est en papier, il est chez mon ex-mari à Bordeaux. Voilà, comment est-ce que je fais? C'est hyper compliqué de le retrouver, etc. Donc c'est vraiment, j'ai perdu mon ordonnance, plutôt que d'aller embêter mon médecin traitant pour la renouveler alors que c'est juste une perte d'ordonnance, et ben je vais le retrouver dans Mon Espace Santé. Des éléments comme ça. Et puis aussi des éléments qui peuvent changer complètement la santé, c'est-à-dire le médecin urgentiste qui prend en charge un patient inanimé, selon qui peut avoir accès au dossier du patient, et donc savoir par exemple qu'il est hémophile ou qu'il est allergique à certains produits, etc. C'est quand même parfois des questions vraiment de qualité de la prise en charge médicale. Et ça va être extrêmement transformant pour les professionnels de plus avoir que leur dossier local, entre guillemets, pour aller récupérer un dossier, mais y compris la présence d'un dossier national. Donc là, pour les patients, donc, en tant qu'organisateur de la session, forcément, je suis allé sur Mon Espace Santé et j'ai créé Mon Espace Santé. J'ai 0 antécédent, mais il est vide, mais il est créé. Je me pose la question de l'autre côté. Si je suis soignant, que je travaille dans un hôpital, à partir de quel moment mon logiciel métier va être capable d'aller chercher chez ce patient les infos dont j'ai besoin, comment ça va se passer en pratique et quelle est la feuille de route en termes de délai? Absolument. Et c'est un des usages clés qui va être vraiment transformant dans le quotidien des cardiologues et de l'ensemble des professionnels de santé. Peut-être, je vais vous répondre tout de suite, mais quand vous dites il est vide, alors attention, d'abord il n'est jamais complètement vide pour tout le monde, parce que premièrement, il y a des choses qui sont préchargées, par exemple ce qu'on appelle votre historique de santé, donc tous les remboursements, vos visites dans une pharmacie, vos visites chez un médecin libéral, etc., sont logués dans un historique de santé qui apparaît une sorte de timeline quand vous vous connectez sur Mon Espace Santé. Donc ça, c'est déjà des premières informations qui sont dedans. On y a mis les certificats Covid dont on disposait, et voilà.
Et on a surtout un énorme programme, vraiment, il faut le mentionner ici, on a bien compris qu'il ne suffisait pas, entre guillemets, d'ouvrir par défaut mon espace santé à tout le monde, il fallait aussi qu'il y ait un systématisme, qu'à chaque épisode de santé, que ce soit dans un EHPAD, chez un biologie, une radiologie, etc., notamment, je sais que les imageries sont très importantes dans le domaine de la cardiologie, notamment en préparation de certaines interventions, que vraiment, systématiquement, après chaque épisode de santé, le document de synthèse soit envoyé vers mon espace santé. Et pour faire ça, on a créé un double système qui est inédit en France, c'est ce qu'on appelle le programme Ségur numérique, où d'une part, on met, mais ça c'est relativement classique, des incitations financières, à la fois sur les professionnels libéraux et les professionnels et les établissements hospitaliers, pour dire si vous n'atteignez pas certaines cibles d'alimentation, eh bien à ce moment-là, vous ne toucherez pas à certains financements exceptionnels, donc c'est un problème incitatif plutôt à l'usage. Et un deuxième type de financement, qui est un financement là assez innovant, direct sur les éditeurs. C'est-à-dire que l'État s'est un peu supplé à la relation qui peut exister entre un hôpital, par exemple, et son éditeur, en disant on fait une sorte de grosse commande nationale pour dire là on arrête les histoires, il faut que tout le monde dans un temps court arrive à alimenter systématiquement avec un minimum de clips et le maximum d'ergonomie pour les professionnels les documents de santé vers mon espace santé. Donc ça on est en plein dedans et aujourd'hui on commence à avoir des chiffres très, très impressionnants. Par exemple dans mon espace santé depuis le mois de janvier de cette année, janvier 2022, on a 25 millions de documents de santé qui ont été alimentés dans mon espace santé, ce qui représente en 10 mois 2 fois plus que ce qu'on avait fait dans toute l'histoire du DMP qui a plus de 10 ans. Donc on a une vraie dynamique et encore on n'est qu'au début et on pense qu'on va faire encore x10 entre le rythme actuel, là où on est novembre-décembre 2022 et le mois d'avril 2023 qui est le mois sur lequel on aura tous les fruits de ce fameux programme Ségur numérique de financement des éditeurs. Est-ce qu'on va avoir une remontée automatique de ces documents ou est-ce qu'il va falloir activer chacun de ces Le principe c'est que ce soit une remontée qui par défaut ce soit automatique et systématique, mais il y a quand même des exceptions. Il y a par exemple des enjeux sur les consultations d'annonces où il ne faut pas que le patient apprenne, par exemple, un statut VIH ou sur de la NAPAT, etc., directement dans l'espace santé, sans que ce soit accompagné. Donc, il y a un mécanisme qui permet de gérer ça. Mais le principe général, c'est vraiment que ça prenne le minimum de temps pour les professionnels. Donc on a construit des mécanismes en lien avec les éditeurs qui prévoient vraiment une remontée en un minimum de clics et quasi automatique dès la validation de ces documents. Un point qui est très important ensuite, c'est sur la consultation, parce que les professionnels, comme c'était votre question, à l'hôpital ou en ville, ils vont avoir besoin de consulter pas forcément pour chaque patient, parce qu'il y a des patients suivis, ils ont déjà toutes les informations nécessaires dans leur logiciel métier du quotidien. Et je crois que vous citez que parfois il y a des outils qui peuvent être un peu lourds à l'hôpital et des outils peut-être un peu plus jeunes et innovants. Il y a quand même aussi un enjeu, on entend beaucoup de professionnels dire, moi, j'ai pas envie d'avoir 15 onglets ou 15 outils, quoi. À un moment donné, j'ai besoin d'un outil intégré. Après, on peut débattre sur est-ce qu'il faut changer son outil métier parce qu'il est insuffisamment performant et ergonomique, ça c'est un autre débat. Enfin, essayer de diminuer le nombre d'outils est quand même un élément important et ça va avoir un lien avec ce qu'on va évoquer sur la consultation des données de mon espace santé. On passera par l'outil professionnel ou par mon espace professionnel, un peu comme mon espace santé. Notre cible, c'est vraiment que les professionnels ils aient un minimum d'outils. Donc, on a une cible qui est de l'intégrer, c'est-à-dire que ce soit dans le logiciel métier du professionnel, qu'on puisse accéder aux données qui sont dans mon espace santé. Mais alors attention, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse qui est de dire on ne va pas surcharger tous les logiciels et dupliquer 15 000 fois toutes les données des patients dans tous les logiciels, parce que ça, ce serait catastrophique, y compris d'un point de vue écologique. Et donc, notre objectif, c'est d'essayer de trouver des méthodes pour faire en sorte que les logiciels des professionnels puissent aller chercher les bonnes informations, c'est-à-dire juste les documents dont ils ont besoin, dans mon espace santé pour les rapatrier directement par des interfaces dans leur logiciel métier et les afficher aux professionnels. Est-ce qu'il y aura Est-ce qu'il y aura un accès, je veux dire, on veut travailler le samedi matin depuis chez soi, où il y a des professionnels libéraux qui consultent leur biologie le soir à la maison, parce qu'à un moment donné, il faut bien rentrer à la maison, ils ont une surcharge de biologie qui arrive ou d'histologie. Est-ce qu'on aura un moyen hors outil métier d'accéder à mon portail professionnel? Ça existe déjà, et c'est d'ailleurs un peu l'étape zéro pour ceux dont le logiciel n'est pas encore capable de faire cette fameuse consultation de mon espace santé en intégré, c'est-à-dire de rapatrier depuis mon espace santé les données directement dans le logiciel métier. Il existe un portail, et qui est un peu, entre guillemets, dégradé, dans le sens où il est dégradé parce que ce n'est pas le logiciel métier du professionnel de son quotidien, mais il existe quand même un portail qui s'appelle le Web PSDMP, c'est son nom, on va peut-être le changer parce qu'il n'est pas très joli aujourd'hui, qui permet aux professionnels, avec sa CPS et dans quelques semaines avec sa ICPS, d'accéder aux données de mon espace santé pour un patient qu'il prend en charge, avec une information du patient préalable à toute consultation du dossier, et évidemment une traçabilité pour le patient, c'est-à-dire que si le patient découvre dans les traces d'accès qu'il y a un professionnel qui ne l'a pas pris en charge, qui a été voir son dossier, le patient sait qu'il a des numéros, il peut y avoir des poursuites pénales, etc. après. Vous disiez dans quelques semaines, mais ICPS fonctionne déjà.
La ICPS fonctionne déjà sur plusieurs services, mais par contre, elle ne fonctionne pas encore pour la connexion à ce service dont je vous parlais à l'instant, qui est le Web PSDMP, qui ne marche aujourd'hui que par CPS. Mais justement, pour des besoins d'accès en mobilité d'un certain nombre de professionnels ou qui n'ont pas de CPS ou pour lesquels la CPS est parfois bloquée dans un lecteur pour la facturation, on a travaillé pour justement permettre cet accès aussi par ICPS qui était très demandé par de nombreux professionnels. Ouais, intéressant, c'est l'intelligence artificielle justement qui va aller chercher juste ce qu'il faut dans mon espace santé pour le rapatrier dans le métier, dans le logiciel métier, c'est ça? Alors, on va peut-être, avant l'intelligence artificielle, déjà permettre aux professionnels de dire, moi, de base, quand j'ai, je sais pas, un TAVI prévu ou une RCP TAVI ou je sais pas, dire, je vais vouloir, par exemple, le test après effort ou le compte rendu de bio sur 2 ans. Donc, on peut déjà faire des paramétrages qui ne sont pas de l'intelligence artificielle. Demain, effectivement, mais ça va être tout l'enjeu des logiciels métiers, qu'ils arrivent à fournir des services aux professionnels pour leur ressortir entre guillemets les informations les plus pertinentes de manière la plus rapide possible pour leur faire gagner le plus de temps. Après ça, on revient sur le sujet de est-ce que c'est pas l'État qui va faire ça, c'est aussi on va laisser la confiance au marché de développer les systèmes les plus ergonomiques pour les professionnels et cardiologues. La difficulté, c'est de traiter. 2 questions avant qu'on puisse conclure. La première, c'est l'interopérabilité avec les logiciels SaaS qu'on voit, donc toutes les solutions dont on a parlé tout à l'heure, de téléréadaptation cardiaque, de téléconsultation, de télésuivi des malades. À quel endroit ça va s'articuler? Ça va être avec mon espace santé? Ça va être avec le logiciel métier du professionnel? Alors, premièrement, le fait que les logiciels soient en mode SaaS ou en mode client lourd, bon, ça ne change pas drastiquement les enjeux d'interopérabilité. L'enjeu d'interopérabilité, c'est d'abord de dire, voilà, on a un numéro patient unique, un numéro professionnel unique, et on s'est mis d'accord sur des formats de documents. Oui, mais pour nos hôpitaux publics, si on n'a pas des SaaS, ils vont nous dire qu'ils n'ont pas la main-d'œuvre pour installer tous les logiciels sur les hards. C'est sûr. En tout cas, notre cible d'urbanisation, c'est qu'il y ait cette double approche. L'approche un peu, quelque part, centralisée, qui est la capacité d'aller voir dans mon espace santé les documents qui n'ont pas été faits, par exemple, dans l'hôpital, pour pouvoir et rapatrier dans le logiciel métier ceux qui sont les plus pertinents. Mais aussi une approche point à point, c'est-à-dire de dire quand on connaît quelque part la prochaine étape dans le parcours de santé, que par exemple on envoie systématiquement un compte rendu par exemple une lettre de sortie d'un séjour en cardio à l'hôpital, qu'en plus d'une alimentation de cette lettre de sortie dans mon espace santé, elle puisse faire l'objet par exemple d'une transmission par messagerie sécurisée de santé, parce qu'on n'a pas envie de donner les données à Google en envoyant ça sur le Gmail du médecin, comme parfois les pharmacies demandent, vous savez, d'envoyer les ordonnances sur leur adresse Gmail. Donc il y a aussi cette capacité en complément de mon espace santé de passer par messagerie sécurisée, avec de plus en plus de logiciels qui arrivent à justement intégrer bien ces réceptions par messagerie sécurisée, et par exemple intégrer automatiquement les documents qui ont été reçus par messagerie sécurisée dans le bon dossier du bon patient, basé sur la fameuse identité nationale de santé. Et donc c'est aussi un autre vecteur pour sécuriser l'interopérabilité. Quel délai avez-vous donné aux éditeurs pour mettre au point tous ces dispositifs? Ça veut dire en gros à partir de quand on va pouvoir fonctionner comme ça? Ouais. Alors, d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que d'abord, la santé et les marchés de logiciels qui sont associés, c'est un domaine qui est vaste, parce qu'il y a des professions de santé, des types de logiciels, il y en a quand même un bon paquet. Surtout que nous, on ne s'arrête pas au sanitaire, on va aussi dans le médico-social, parce qu'il ne faut pas oublier les structures médico-sociales qui sont extrêmement importantes, et d'ailleurs beaucoup plus nombreuses en termes de nombre de structures que même les établissements sanitaires. C'est d'ordre de grandeur, 3000 établissements sanitaires et 30 000 dans le domaine du médico-social. Donc on s'est donné des calendriers. Donc on a commencé sur entre guillemets, parce qu'il fallait bien commencer quelque part, et sur les axes extrêmement importants, qui étaient notamment sur la partie hôpital, dossier patient informatisé, notamment, qui était quand même l'outil métier principal à l'hôpital, la partie logiciel de gestion de cabinet pour les médecines de ville, la partie système de gestion de laboratoire pour les biologistes, la partie système d'information en radiologie pour les radiologues, et les logiciels de gestion officine. Ça, c'était nos premiers focus. Et pour ces 5 secteurs d'activité, on a une deadline. On a des très très bons taux de référencement des logiciels, c'est-à-dire que les logiciels ont fait les évolutions en R&D technique et ils nous ont prouvé à l'État qu'ils l'avaient fait. Donc c'est un processus qu'on appelle le référencement. Ça, c'est globalement derrière nous sur ces couloirs-là. Ils ont été chercher les bons de commande, c'est-à-dire ils ont planifié avec toutes ces structures les opérations de livraison, parce que souvent, ce n'est pas des outils en SaaS, mais des outils qui sont installés dans des serveurs, dans les hôpitaux, etc. Et ils ont jusqu'en avril 2023, deadline absolu pour déployer. Donc en avril 2023, c'est pour ça que je vous disais, on pense avoir des taux d'alimentation de mon espace santé en avril 2023 qui sont encore 10 fois plus que ce qu'on a aujourd'hui. On estime qu'on va aboutir à peu près 5 documents
habitants en France par an alimentés par des structures professionnelles vers mon espace santé. Donc dans 5 mois, nous aurons nos hôpitaux et on pourra dans nos hôpitaux utiliser mon espace santé des patients si tout se passe comme prévu. Et pour être plus précis, c'est en 2 vagues, c'est-à-dire que ce qui arrivera avant le mois d'avril, c'est notamment la capacité d'alimenter, ce qui n'enlèvera pas la capacité d'accéder à l'outil dont je parlais tout à l'heure avec ICPS, etc. pour aller consulter. Mais la partie consultation intégrée, c'est-à-dire la récupération des documents de mon espace santé vers les logiciels métiers, celui-là, il arrivera un peu plus tard, on est en train de le préparer, donc ça arrivera probablement 2023-2024. Dernière question, on est venu vous chercher parce qu'on avait vraiment envie de connaître ce document et cette évolution, cette révolution, on peut dire numérique. Est-ce qu'il va y avoir un plan de communication digne de ce nom pour les professionnels de santé? Parce que pour l'instant, je pense que tous nos collègues ici ont découvert avec beaucoup d'intérêt tout ce que vous nous avez détaillé, c'était très précis, passionnant. Est-ce qu'on va avoir un plan de communication pour vraiment savoir utiliser ces outils et comment? Alors, plusieurs éléments. On essaye déjà, et on pense dans le cadre de la future feuille de route qu'on est en train de préparer, trouver des modalités un peu innovantes pour toucher davantage de professionnels de santé, ce qui est difficile, même si on y met des efforts. Par exemple, je vous donne un exemple sur mon espace santé. Alors, il y a 3000 établissements sanitaires en France, mais on a identifié 150 établissements pilotes dans plusieurs régions avec qui on a travaillé pendant des mois et avec tous les professionnels de multiples services dans ces établissements. Donc, on a vraiment été sur le terrain. Il faut qu'on arrive à trouver effectivement des meilleures modalités de communication. On a un élément, c'est que les éditeurs avec qui on finance un certain nombre d'évolutions logicielles ont, dans le cadre des prestations qu'ils doivent faire, des prestations de formation de leurs utilisateurs. C'est-à-dire, ils doivent mettre à disposition des modules de e-learning, des formations en présentiel. Après, ça doit s'articuler avec les DSI hospitalières. Il y a des situations locales qui sont parfois un peu hétérogènes, qui peuvent simplifier, moins bien simplifier, etc. Mais en tout cas, on y travaille et on est en train, d'ailleurs, dans le cadre de la future feuille de route, d'essayer de réunir un groupe d'utilisateurs professionnels pour nous aider, pour échanger sur l'ensemble de ces sujets. Donc, si les cardiologues et le CNCH sont motivés, on est vraiment très partant. Clairement, parce que si on compte sur nos DSI pour nous dire où est-ce qu'il faut cliquer pour envoyer les dossiers, c'est totalement insuffisant. On va mettre autour de la table tous les professionnels de la santé, infirmières, tous les paramédicaux, les kinés, les médecins, les dentistes, et on a vraiment besoin d'une communication descendante, une campagne de communication digne de ce nom, bien au-delà des services hospitaliers. Il ne faut pas trop compter sur eux quand même. Quel est le plus gros obstacle que vous voyez à réussir, le avril, etc. Voilà, votre feuille de route? Oui, le plus gros obstacle, c'est le cercle vicieux de... Les professionnels ne sont pas au courant et les patients ne sont pas au courant. Donc il faut qu'on arrive à utiliser parfois les patients pour convaincre leurs professionnels. De dire mais pourquoi j'ai pas reçu mon document dans mon espace santé, c'est devenu presque un service de base. Et inversement, avoir des professionnels qui parce qu'on a réussi justement cet enjeu autour de la communication, promeuvent mon espace santé et la santé numérique auprès de leurs patients. Ça, c'est un enjeu effectivement très très fort. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que le DMP, il y a eu une carence claire dans la communication, dans la création du DMP. On était à peine au courant. Les patients venaient nous dire à l'hôpital, alors vous alimentez mon DMP. On ne savait même pas comment on pouvait se connecter à leur DMP. Donc je pense que là, il faut vraiment que vous mettiez le paquet sur la communication. On va devoir conclure. On vous dit un très grand merci. Et possiblement, on pourra peut-être échanger ensemble pour la suite. Merci. On voyait Arnaud Rosier sourire aussi par rapport aux derniers échanges sur les difficultés. Arnaud Rosier, merci d'être venu. Rythmologue interventionnel, comme moi, mais il a fait un parcours très particulier puisqu'il avait un vieux rêve. C'est un esprit aussi matheux, c'est assez poussé. Il a un vieux rêve, c'était de faire en sorte que les données de télécardiologie des 5 constructeurs arrivent au même endroit. Ça, c'était sûrement pour lui. Enfin, il va nous raconter. Le rêve est devenu réalité. Et donc, est-ce que c'est possible de nous dire comment a été fait Implicity et où on en est? Oui, Implicity, maintenant, on a commencé il y a 6 ans. À l'époque, j'étais, comme tu disais, un rythmologue. Et puis confronté à mes propres problèmes de rythmologue et au fait qu'on aimerait bien que les données arrivent au même endroit parce que tout simplement on en avait besoin, quoi. Enfin, tout simplement, voilà. Et aujourd'hui on est à peu près 80 salariés dans une start-up française où on essaye de rendre service aux rythmologues, ce que je fais moins moi maintenant évidemment puisque je suis essentiellement en train de m'occuper de cette société et d'essayer de la faire grandir, mais on est avec des gens comme toi et d'autres en France en train de fournir finalement une solution de télésurveillance
des patients qui ont des prothèses cardiaques connectées, qui sont donc une technologie qui a été mise en place par les fabricants et où derrière, nous, on a essayé d'améliorer encore la manière dont les médecins travaillent avec ça. Et on suit à peu près 80 000 patients en Europe et aux États-Unis. En tout cas, on suit non, mais on fait suivre et on aide à suivre à nos confrères, ces patients, à travers les outils qu'on produit, donc une plateforme SaaS, comme tu disais. Et également dans l'insuffisance cardiaque, on voit que c'est une activité qui se développe de plus en plus. Donc on a aussi une solution dans l'insuffisance cardiaque qui vise à fournir une balance connectée, des services et finalement tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire essayer d'utiliser la technologie pour simplifier notre boulot du quotidien, nous les médecins, ce qui est une promesse qu'on a depuis des dizaines d'années, mais pas toujours matérialisée à chaque fois. Et donc là, on essaye de faire ça. Et tu disais que c'était un rêve. Je ne sais pas si c'était un rêve de faire ça et d'être entrepreneur. Par contre, c'était un rêve d'avoir une solution. D'avoir une solution à mon problème de médecin, ça c'est sûr. Et après, on devient entrepreneur. Et après, quand on met le doigt dedans, on a le bras qui est aspiré. Pénétrer le marché américain, c'est pas donné à tout le monde, bravo. Là, on va parler de ce qui se passe en France. Ouais. Le sujet, c'est Health Data Hub. Bon, vous savez peut-être pas tous ce que c'est, certains sûrement. Donc, la société Medivib a été dans les premiers à avoir été acceptée dans le Health Data Hub. Donc, il faut nous dire ce que c'est et pourquoi vous avez été accepté, qu'est-ce que vous en avez fait. Alors, et tu peux peut-être avancer même encore un peu dans les slides, directement te mettre sur... sur ça, reste sur ça, c'est très bien. Donc, le Health Data Hub, il fait partie du grand plan numérique en santé. Il y avait, vous savez, on a tous plus ou moins déjà vu qu'il y avait des bases de données côté CNAM, des bases de données de médicaments, etc. Il y a des bases de données pharmacie en ville, il y a des bases de données sur les actes en ambulatoire, il y a des bases de données sur l'hôpital qui servent à la facturation. Il y a toutes ces données médico-administratives. Et il y avait déjà la capacité, à travers le temps, à un moment, la base PMSI était achetable par les industriels, après, c'était plus possible. Mais il y a déjà des équipes de recherche publiques en France, la SFC en particulier, qui faisait ça, qui avait accès à ces données-là pour faire de la recherche en santé. Et puis, progressivement, d'autres, Bordeaux le fait, l'HEGP, Nantes, tout un tas de services le font. La particularité dans le plan coordonné, il faut saluer tous les efforts un peu plus pragmatiques qui ont été faits depuis 3 ans via tout ce qui a été dit côté DNS. Cette base de données, elle a eu vocation à être mise à disposition de plus de monde. Et Implicity, tu le disais, a fait partie des premiers acteurs privés, sociétés privées, qui a eu accès à ces données-là pour faire de la recherche. Pourquoi ? Parce que Implicity, je vous ai dit, on fait de la télésurveillance, on obtient des données, mais on voulait depuis toujours faire de l'intelligence artificielle, pas parce que c'est marrant, mais parce qu'on voulait résoudre des problèmes du quotidien, dans l'automatisation, comme disait très bien Jocelyn, et dans le fait de faire des choses que les médecins ne savent pas faire aussi. Et pour faire ça, il faut avoir des données. Donc nous, on récupérait des données via nos partenaires hôpitaux sur les prothèses connectées, donc des données d'objets connectés. Mais après, on voulait pouvoir travailler sur qu'est-ce qui se passe côté patient, est-ce qu'ils sont hospitalisés, quel est le pronostic du patient. Et donc, il y avait une grande richesse à essayer d'obtenir ces données. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une initiative générale, le Health Data Hub, ça a été de dire, on va centraliser ça en France et on va offrir ces accès d'abord à certains pour mettre en place les choses et ensuite à tous ceux qui le veulent à travers une procédure claire qui est de dire vous devez proposer un dossier, passer devant une autorité scientifique, le CESRES, et ensuite passer devant la CNIL qui va, avec des procédures, vous dire si oui ou non vous pouvez avoir accès dans l'espace sécurisé du Hub, donc on est sur un modèle centralisé, à toutes ces données médico-administratives, mais à des fins de recherche médicale dans l'intérêt du plus grand nombre. Et donc nous, on avait déposé un dossier de façon un peu naïve, on va être honnête, et on a fini par être le premier industriel en France à avoir accès aujourd'hui aux données de 3,7 millions de patients sur un projet qui s'appelle Hydro et qui vise à dire est-ce qu'on peut prédire les hospitalisations, les décompensations cardiaques chez nos patients porteurs de pacemaker défibrillateurs en utilisant les capteurs du défibrillateur dont les données remontent en télésuivi tous les jours pour monitorer physiologiquement le patient comme on le ferait avec une balance ou en lui posant des questions sur ses symptômes, ou avec un tensiomètre, peut-être que déjà avec l'activité physique, la fréquence cardiaque mesurée par le pacemaker, le défibrillateur, peut-être qu'on est déjà capable de faire ça. Et la réponse est oui, c'est possible. Et donc on a eu, parce qu'on a testé, parce qu'on nous a fait confiance, et parce qu'on a passé à travers les fourches codines de la CNIL, du CESRES, etc., on est un des premiers projets, parmi beaucoup d'autres maintenant, puisque les choses sont ouvertes pour tout le monde, parmi beaucoup d'autres, on est un des projets qui a commencé à faire ça. Donc ça a été extrêmement intéressant. Il y a eu tout un tas de challenges techniques, parce qu'en face, il y avait une plateforme, il fallait qu'il y ait des outils pour des data scientists pour aller utiliser les données. Il fallait que nous, on puisse pousser nos données à nous dans cet espace ultra sécurisé, puisqu'il n'est pas question que ces données puissent être récupérées. Mais on peut aller entraîner des intelligences artificielles
et récupérer juste l'intelligence artificielle sans avoir jamais vu les données directement pour pouvoir ensuite l'utiliser et en faire un produit de santé, un nouvel outil pour les professionnels. Donc c'est assez... Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que la France, avec beaucoup d'auto-French bashing quand même, mais bon, comme à chaque fois, a été capable d'avoir un truc qui, au bout du bout, fonctionne quand même. Hein, et avec plein d'améliorations à faire, mais ça fonctionne. C'est le frère d'Emmanuel Macron qui est à l'origine, non? Tu m'as pas dit que c'était Macron qui avait été à l'origine du... Alors, j'ai envie de dire que toutes ces initiatives, c'est pas Macron en tant que tel, mais que, on va dire que dans, sans doute, sa manière de voir les choses derrière ont pas ralenti et ont plutôt accéléré pendant ce quinquennat. Après, moi, j'ai pas de crèmerie à défendre en particulier, mais on peut dire que sur le numérique, pas mal de trucs ont avancé depuis quelques années. Bon. Depuis 3 ans, donc si on peut dire le bilan après 3 ans, parce qu'on était dans les premiers, et puis qu'est-ce qu'il y a comme perspective? Oui, alors première chose, ce truc qui était prophétisé existe. Hein, donc ça c'est la première chose. Nous, bien sûr qu'il y a eu des retards, mais concrètement, on a fini par avoir accès, pour entraîner nos algorithmes, à ces données. On a fini par développer un algorithme qui existe, qui n'est pas encore disponible, parce qu'il est un dispositif médical. Donc maintenant, hein, quand on fait de l'IA en Europe, c'est assez simple. Toutes les IA sont des dispositifs médicaux à peu près en Europe. Donc ensuite, ça devient un produit de santé, hein, quelque part. On a un produit et on a des niveaux de performance qui sont très intéressants. C'est-à-dire qu'on est capable, avec un modèle, d'arriver à des niveaux de performance équivalents, voire supérieurs, à des produits de santé qui ont été développés par les fabricants de pacemakers et des défibrillateurs eux-mêmes, avec les données dont ils disposaient. Pourquoi? Parce que en France, on a un payeur, la CNAM, et donc on a la capacité d'avoir des données de toute la population. Et quand on cherche à prédire des hospitalisations ou des décès, hein, ça ne marche pas pour tout, parce que là-dedans, dans les données du Health Data Hub, vous l'avez compris, il n'y a pas tous les données de l'espace santé. Il n'y a pas les données de compte-rendu, il n'y a pas les données de ce type-là. Il y a des données plutôt médico-administratives, jusqu'ici. Mais quand on veut prédire de l'hospitalisation ou de la mortalité, c'est plutôt bien rangé, hein, dans l'ensemble. Et donc, on a été capable d'avoir des niveaux de performance élevés. Et maintenant, on est en train de faire le marquage CE, d'aller vers les États-Unis, la FDA, pour en faire une innovation française, mais disponible, qui est un vrai produit de santé qu'on peut utiliser l'un et l'autre. Vous pouvez imaginer d'en récupérer des données de l'espace santé ou ça restera administratif? Alors, je n'ai pas la réponse à cette question. Ce qui est certain, c'est que dans le hub, il y a une notion de base qui est de dire ceux qui viennent consommer ces données et travailler dans notre espace vont venir contribuer. Et donc, il y a cette notion de catalogue, de dire qu'on va incrémentalement, hein, petit à petit, venir pousser des données que d'autres pourront venir chercher et qui ne sont pas uniquement les données de la CNAM, mais également d'autres données qui vont y venir progressivement. Donc, on peut très bien imaginer que ça va progressivement avancer. Et la France a un peu pris le flambeau au niveau européen pour aller proposer un espace de données de santé européen sur un modèle français. On est un peu les seuls à avoir un modèle très centralisé, ce qui est un ADN très français, mais la centralisation a d'autres vertus, et notamment des vertus de faire des choses qui fonctionnent plus vite parfois. Donc on a été pas toujours en avance sur certains sujets, mais je pense qu'il y a vraiment un potentiel assez limité, et j'insisterai sur le fait que tous les institutions publiques et les acteurs privés peuvent potentiellement déposer un dossier maintenant, c'est ouvert, hein, il n'y a pas de vague, c'est un guichet ouvert. Donc là, vous avez analysé les dossiers de Implicity. Donc ça fait combien de milliers de patients pour lesquels on a des données combinées avec les données administratives, pour lesquelles vous avez les données que vous avez, vous, sur s'il y a eu des arythmies, etc., et le devenir, mortalité, consommation de médicaments. Combien vous êtes de patients qui sont dans cette banque-là? Eh ben alors, donc en 2 ans et demi, là, on a commencé à faire le dossier, et ensuite, maintenant, on a le produit qui est quasiment fini. On a été capable d'appairer 92%, c'est-à-dire de faire le lien probabiliste pour retrouver les données et faire ce match entre 40 000 patients côté Implicity. Hein, donc au début, on a commencé, nous, en 2017-2018, donc on avait très peu de patients au début, puis maintenant, notre produit permet aux rythmologues de suivre à peu près 40% de tous les patients en France qui sont télésuivis avec un pacemaker défibrillateur. Et en face, on avait toutes les données côté CNAM. Donc on va dire qu'à peu près tous ces patients, à 92% au niveau appairage, hein, pour des raisons de retrouver nos petits, pouvaient alimenter. Donc ça, quand on dépasse les 10 000 patients, on commence à pouvoir faire des choses intéressantes en intelligence artificielle. Donc c'est des volumes qui commencent à être très significatifs. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ou chez
orateurs. Pour les plus courageux qui sont restés, j'ai envie de dire. Voilà, c'est vrai que c'est un peu tard. Dernière question, c'est celle la subsidiaire. Là, c'est quoi d'être entrepreneur et médecin? Alors moi, j'avais la vie. Ouais, c'est une bonne question. Je crois que ce qui est marrant quand on devient entrepreneur, quand on est médecin, on n'a généralement jamais été dans une structure normale de travail. En fait, on a toujours été à l'hôpital, dans le privé ou dans le public. Et l'hôpital est un endroit où le travail n'est pas comme dans le reste de la vie, dans des entreprises privées où il y a des patrons, des salariés, des choses qui doivent fonctionner avec des processus de travail. À l'hôpital, il n'y a rien de tout ça. Et donc, on découvre le monde du travail normal du reste de la société. Donc ça, c'est assez perturbant. On est en capacité d'avoir une grande liberté sur les ressources, parce qu'on peut décider seul, sous réserve d'avoir de la ressource, d'aller là où on veut aller. Et puis, en face, on découvre toutes les contraintes et des tas de choses assez... Et quand on est un entrepreneur de l'industrie de la santé, donc là où on crée des dispositifs médicaux, on découvre qu'il y a tout un tas de choses de management de la qualité, des tas de processus que même à l'hôpital, on n'a jamais rencontrés. Et ça, il y a une espèce de décalage assez intéressant. Et je dirais qu'on se remet à apprendre encore plus et de façon très, très violente. Parce qu'on est confronté chaque jour à plein de choses qu'on ne sait pas, encore plus qu'à l'hôpital. Donc c'est plus dur qu'à l'hôpital? C'est plus dur que d'être médecin? Tu as posé la question tout à l'heure. Et je dis, c'est beaucoup plus dur, je pense. Ah ouais. En tout cas pour moi, d'être entrepreneur que quand j'étais médecin. Mais on ne le sait qu'après, bien évidemment. On a bien fait de faire médecine, et puis je vois qu'il y a Marie qui est là-bas qui doit rigoler. Parce qu'elle connaît les médecins. Donc on va conclure. Non, mais on remercie tous les orateurs qui nous ont permis de découvrir la cardiologie de demain. Merci aux personnes qui innovent, merci au gouvernement qui nous accompagne, et on vous dit à très bientôt. C'était la dernière session du congrès du CNCH. Merci beaucoup. Merci.